Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre qu'on a fait précédemment. C'était le champ magnétique. Dans la vidéo précédente, nous avons vu tout ce qui est champ magnétique d'un aimant. Et dans cette vidéo, on va voir le champ magnétique créé par un courant électrique. Donc, le champ magnétique créé par un courant électrique, on va voir trois cas. Donc, le premier cas, c'est si le courant électrique traverse un fil conducteur, un fil bien droit cylindrique. Un autre cas, s'il traverse une bobine. Une bobine, comme vous le voyez, c'est un enroulement de fil conducteur et formant ainsi comme une boucle avec plusieurs, on les appelle spires, dont qui a un rayon. D'accord? Ces deux sont des bobines plates. Et un solénoïde qui est aussi comme une bobine, mais la condition qui le différencie de la bobine, c'est que la longueur du solénoïde, donc de là à là, est très grande par rapport au rayon, au moins 2 fois plus grand. Donc ça, c'est la différence entre bobine et solénoïde, mais en fonction, ou bien en termes de champ magnétique, ça va être aussi différent. Donc ici, la longueur joue un rôle qui est différent que pour une bobine. On va commencer par un fil de conduction, bien un fil conducteur. Ørsted, donc Hans Christian Ørsted, c'est un savant danois. Il a découvert que s'il y a un fil qui est traversé par un courant électrique, ça va faire un effet sur une boussole ou bien une aiguille aimantée placée à proximité. Alors, il y a eu une expérience qui a été faite. On a joint un générateur, on a connecté un générateur avec un fil conducteur au-dessous duquel on a placé une aiguille aimantée. Ça, c'est le circuit, le générateur, le fil conducteur et l'aiguille aimantée. On va voir cette vidéo et puis après, on interprète et on discute. On va plus loin. Voilà. Voilà. Donc, c'était clair que quand on a fait passer un courant dans le fil conducteur, l'aiguille a tourné, indiquant alors l'existence d'un champ magnétique. Et quand on a inversé les connexions du générateur, cette même aiguille a tourné dans un autre sens, indiquant aussi que le champ magnétique dépend du sens du courant. Donc, ça c'est l'aiguille, par exemple, dans une première position. Elle est perpendiculaire, comme vous le voyez. Donc, la direction 1 qu'elle a prise, c'est qu'elle est perpendiculaire au fil de connexion, ou bien au fil conducteur. Donc, ça, c'est le champ magnétique B. D'accord? Euh, Si on va saupoudrer plusieurs limailles de fer dans un plan perpendiculaire au fil de connexion, bien le fil conducteur, on va voir que les limailles de fer vont se positionner de la façon suivante, selon des cercles. Alors, on peut déduire que, comme on a vu avant pour le champ magnétique d'un aimant, les lignes de champ sont des cercles concentriques, donc ayant le même centre, et le centre, c'est le fil conducteur. D'accord? Donc, si par exemple, on fait l'expérience, on met un carton ici, par exemple, aussi, on va voir des cercles. À n'importe quel pan du fil, il y aura des lignes de champ qui sont des cercles concentriques. Euh, Bien sûr, la question qui se pose, quel est le sens de ce champ B? Comme on a vu dans la vidéo d'avant, si on a le courant qui passe dans ce sens, le champ B c'était dans ce sens. Alors, bien sûr, il y a un lien entre le sens du courant et le sens B. Et les scientifiques ont élaboré une règle qu'on appelle la règle de la main droite. Et là, on va utiliser notre main. Donc, si vous prenez votre main droite, vous mettez le pouce selon le sens du courant. D'accord?
Et avec la paume de la main, ça va faire comme un enroulement. D'accord? Cette paume, ça va indiquer le sens des lignes de champ. On vient de dire que les lignes de champ sont circulaires. Donc, on met le pouce comme le sens du courant. L'enroulement de ma paume va donner la direction et le sens des lignes de champ et par suite le sens du vecteur B. Donc, je schématise ici, là. Donc, ça, c'est la main. Donc, par exemple, le fil connexion, c'est vers le haut. La paume de la main, elle va forcément avoir cet enroulement. Donc, le sens dans le cercle, donc le cercle, c'est-à-dire les lignes de champ, sera un sens, on peut dire qu'il est maintenant un sens contraire aux aiguilles d'une montre. Et ça, c'est le sens de la ligne de champ. Et par suite, le B sera, bien sûr, suivant le même sens. Si par contre le conducteur, le courant passe vers le bas, donc on met notre pouce vers le bas, l'enroulement sera dans ce sens. Donc ça c'est le sens des aiguilles d'une montre, si on le voit d'en haut, et ça c'est le sens des lignes de champ. Voilà, on va essayer de voir ça ici. Donc si on suppose que le courant passe dans le fil conducteur de bas vers le haut, donc notre pouce est vers le haut, on va voir que les lignes de champ, elles vont être orientées dans le sens contraire aux aiguilles du montre. Et si on va tracer le vecteur V en plusieurs points, on va voir ceci. Donc le vecteur B, il est dans cette direction. Et c'est comme ils sont en train de suivre le sens des lignes de champ. Ça, on a dessiné le vecteur B selon une perspective, c'est-à-dire on a dessiné en 3 dimensions, on a dessiné la hauteur, donc le fil, et on a dessiné le plan dans lequel, qui est perpendiculaire au fil. Et on a dessiné le B. Évidemment, bien sûr, le schéma ne sera pas exactement perpendiculaire, c'est un peu en biais parce que c'est une perspective, un dessin à 3 dimensions. Mais si par exemple on vous donne ou bien on vous oblige de dessiner, de montrer le B, mais on veut garder le plan du fil. Donc on va dessiner, ça c'est le plan du fil, et le B on va le dessiner. Si le B il est parallèle, donc c'est bon, on le dessine facilement. Mais si le B il est là, donc le cercle est tout ça, n'est-ce pas? Si à un certain point qui est en ce point, le B il est dans cette direction, perpendiculaire au plan du fil. Ou bien dans l'autre ici, le B il est dans cette direction aussi perpendiculaire. Comment on va le dessiner dans le plan du fil? Donc, par rapport au plan du fil, on va supposer que ça, c'est le plan du fil. En ce point et en ce point, regardez bien, le B, il est en train de rentrer dans le plan du fil. Ok, donc si par rapport à la première figure, le I, c'est vers le haut, donc nous avons dit l'enroulement de la main va faire ça, et de ce côté, ça va rentrer. Et là, le I est vers le bas, l'enroulement de la main va faire ça, donc de ce côté, le I va rentrer. Donc, si le I va percer le plan du fil, donc ici l'écran, alors on dessine selon un X. Et si on voit ici, de l'autre côté, le I va venir vers nous. Donc c'est comme si le B va venir vers nous. C'est comme si la ligne de champ qui est là, maintenant de ce côté gauche, de ce côté, ça va sortir vers nous. Donc le B, il sort vers nous. Et là aussi, le I vers le bas, le B, la ligne de champ, c'est là. Quand ça arrive en cette position, le B va venir vers nous. Alors on dessine un point. Donc ces deux petites conventions, ça nous aide à comprendre que si on va dessiner le vecteur B dans un plan et ce vecteur B ne se trouve pas dans ce plan, alors on utilise le symbole X ou bien le symbole point. Donc si c'est un X, le vecteur B entre dans le plan. Et si c'est un point, ça veut dire que le vecteur B sort du plan. D'accord? Et si on va se rappeler un peu X et point pour ne pas être confondu, imaginez le tir à l'arc, la flèche. Quand on va lancer la flèche, quand nous sommes là et nous voyons le but, quand la flèche perce le plan, nous allons voir l'extrémité de la flèche qui est comme un X. D'accord? Donc ça. Et si maintenant quelqu'un nous lance la flèche vers nous, donc ce qu'on va voir, c'est la pointe de la flèche. Donc c'est un point. OK? Donc en tout cas, c'est à savoir que X, ça veut dire que ça perce. Point, ça veut dire que ça vient vers nous. C'est clair?
Très bien. Maintenant, nous avons vu un peu la direction et le sens de B. Il nous reste à voir évidemment la valeur de B. Donc, de quoi dépend le champ magnétique? Bien sûr, le champ magnétique pour un fil conducteur n'est pas le même. Ici, vous voyez, donc le fil conducteur, ça c'est la main, donc vers le haut, ça tourne. Donc la ligne de champ, elle est dirigée dans ce sens. Si je veux trouver le B en ce point, ou bien en ce point, ou bien en n'importe quel point de cette ligne de champ, je crois que vous avez deviné, le B c'est la même valeur, a la même valeur. D'accord? Si on va dessiner en ce point, selon une autre ligne de champ qui est plus grande, donc la distance de ce point est plus grande, alors le B va avoir une autre valeur et évidemment plus petite. C'est pour cela, le B, ça dépend de quoi? Il dépend de trois facteurs: l'intensité du courant, la distance du point par rapport au fil, donc qui est pour le cercle, on l'appelle le rayon, et quelque chose qui caractérise le milieu. Donc si on fait l'expérience dans l'air, c'est autre que si on l'a fait dans l'eau. Donc il y a une caractéristique qu'on appelle la perméabilité du milieu, la perméabilité magnétique, qui est la faculté à modifier le champ magnétique. La perméabilité, comme vous avez vu dans le chapitre avant, le champ électrique, il y a le epsilon, on la note epsilon, là on la note par mu. D'accord? Donc le epsilon, et ici, nous avons le mu0. Le mu0, c'est la perméabilité du vide ou bien de l'air, qui est normalement approximativement la même chose. Donc la valeur, c'est 4 pi fois 10 moins 7 Tesla mètre par ampère. C'est-à-dire, si nous avons un courant de 1 ampère et nous sommes à une distance de 1 mètre du fil de connexion, du fil conducteur, le champ en ce point, ça va être 4 pi fois 10 moins 7 Tesla. Donc c'est très petit. Vous voyez, très petit champ. Très bien. Si le milieu n'est pas l'eau, donc n'est pas l'air, par exemple ça pourrait être l'eau ou autre chose, il faut multiplier mu0 par un autre mu qu'on appelle mu r, mu relatif. Ça, on vous le donne forcément. Pour cette année, on va seulement se contenter de l'expérience dans l'air ou dans le vide, et la valeur de B sera mu0 fois I sur 2πr, donc proportionnel à I, et inversement proportionnel au rayon, donc le rayon c'est ça, de là à là. C'est la même chose de là, c'est la même chose d'ici. Mais je veux vous attirer l'attention sur une chose, que là, ici, c'est le même rayon car c'est un cercle, mais parce qu'elle est dessinée en perspective, alors les dimensions, ça paraissent pour nous pas correctes, pas les mêmes. Car c'est dessiné en biais, donc c'est pas dessiné comme un vrai cercle. Si on dessine comme un vrai cercle, les rayons doivent être les mêmes et sont dessinés de la même façon. Mais puisqu'ici, c'est perspective, donc on les dessine de façon un peu déformée. Mais normalement, théoriquement, c'est le même rayon. Donc P égale mu0i sur 2πr. Et en tant qu'unité, le i en ampères, le r en mètres, et mu0, comme on a vu, c'est Tesla mètre par ampère, ou bien ampère moins 1. Très bien. Maintenant, on passe à un autre cas. On va travailler le champ magnétique créé par un solénoïde. C'est quoi un solénoïde? Un solénoïde, comme on l'a vu avant, c'est un enroulement de fil conducteur sur un cylindre. Et c'est caractérisé par sa longueur, par son diamètre, par le nombre de spires. Spire, ça veut dire combien de tours on fait avec le fil. Chaque spire, c'est un tour, c'est une boucle. Bien sûr, on l'appelle solénoïde s'il est long, sinon on l'appellerait bobine, mais on parle de solénoïde maintenant. S'il est long, et comme je dis avant, il faut que ce soit au moins le double du diamètre. Normalement, il est plus grand. Il est à peu près 5 fois, ça dépend de sa longueur. Mais quand il est long, donc on l'appelle solénoïde, ça c'est sa longueur et le diamètre c'est ça. Donc ça c'est un solénoïde. On va voir dans le solénoïde comment va être le champ. Pour cela, il y a une petite vidéo qu'on va voir. On va voir une partie de la vidéo. Mais si vous voulez la regarder entièrement, ça c'est le link dans laquelle on va voir comment va réagir la boussole ou bien l'aiguille aimantée. Donc voilà, il a connecté le solénoïde. Donc ça c'est un exemple d'un solénoïde, petit solénoïde. Il l'a connecté avec la pile. D'accord? Avant de fermer le circuit, vous remarquez ici l'aiguille a pris une direction bien précise. Normalement, l'aiguille, en l'absence de tout
champ magnétique d'un aimant ou bien à l'absence de tout courant qui va créer un champ magnétique, elle prend une direction qui est la direction du nord. Vous savez, car il y a un champ magnétique terrestre. Donc ça c'est la direction qu'elle a prise. Maintenant, on va essayer de faire la connexion, donc de laisser le courant passer. Voilà, vous avez vu que l'aiguille, elle a pris la direction, une autre direction. Maintenant, il va inverser les connexions. Donc, va changer le pôle de la bonne positive et la bonne négative. Ça, c'est la positive, ça, c'est la négative. Donc, le courant passe dans ce sens. Il monte dans cette spire et descend. Il circule vers le haut puis vers le bas. Et quand il a placé, il a connecté, l'aiguille a pris la direction, un autre sens. Donc, la direction qui est la direction, voilà, la direction parallèle à l'axe du solénoïde, mais le sens, il est vers la gauche. Donc, il y a un lien évident entre le sens du courant dans la spire, dans le solénoïde, et le sens du champ magnétique, comme pour le fil conducteur. On va essayer de voir comment on va le trouver. Si on va placer, on va essayer de voir l'aiguille aimantée, qu'est-ce qu'elle a pris comme sens, ça a pris vers la gauche. Alors, c'est quoi comment on va figurer, comment on va présenter la direction et le sens du vecteur B. Ici, le B, il est vers la gauche, car vous savez que toujours le B, il prend le même sens que l'aiguille aimantée. Ça, c'est le sud de l'aiguille, ça, c'est le nord de l'aiguille, donc ça, c'est le B. Effectivement, on va appliquer, donc positif négatif, on va appliquer la règle de la main droite. Donc, le I, il est vers le haut. Cette fois, on va mettre la paume de la main en roulant le courant électrique et le pouce, ça va indiquer le B, comme dans ce schéma qui est là. Donc, la paume de la main va enrouler le courant, donc les spires, donc le sens du courant, et le pouce, c'est lui qui va indiquer le B. Dans ce cas, le B, il est vers la gauche, comme il est ici. Ça, c'est aussi la règle de la main droite, même chose qu'avant, mais bien sûr, ici, la différence avec le fil, c'est que c'est la paume qui donne le courant et le B et le pouce donnent le B. Dans le fil conducteur, c'est le pouce qui donne le courant et l'enroulement de la paume indique les lignes de champ, donc B. Si vous voulez, vous pouvez savoir que, une fois pour toutes, que toujours le pouce indique ce qui est direct, ce qui est droit, et la paume indique ce qui est enroulé. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la direction. Maintenant, il nous reste la valeur 2. Mais avant, ça, on l'a fait pour une seule aiguille. Voyons si on a saupoudré de la limaille de fer dans le solénoïde. Et là, on parle du spectre magnétique. Le spectre magnétique, ça veut dire c'est l'ensemble des lignes de champ, tout simplement. Donc quand on dit un spectre, ça veut dire c'est on présente les lignes de champ. Donc là, l'expérience a été faite avec de la limaille de fer tout autour du solénoïde. On remarque que dans le solénoïde, vous voyez, les limailles de fer sont positionnées selon des lignes parallèles. En dehors, ça fait une courbe. Mais à l'intérieur, c'est des lignes parallèles. Donc, on va dire qu'à l'intérieur du solénoïde, le champ magnétique, il est. Pour savoir s'il est quoi, déjà, en tant que direction et sens, le sens on a dit avant, donc si le courant c'est comme ça, alors le sens c'est vers la gauche. Donc, direction et sens sont les mêmes. Et à l'intérieur du solénoïde, on va voir tout à l'heure que le sens, la valeur de B, c'est aussi la même. Quand on monte, on passe à l'extérieur, ça peut changer, mais à l'intérieur, c'est la même. Donc, on va dire que le champ, il est uniforme, comme le champ d'un barreau, d'un aimant en U. Donc, entre les deux branches de l'aimant en U, le champ, il était comment? Uniforme aussi. Très bien. Et si vous voyez, à l'intérieur, c'est tout droit, à l'extérieur, ça monte. Ça vous rappelle pas le barreau aimanté ou bien l'aimant droit? C'est comme si nous avons un aimant droit ici
Et de cet aimant droit sortent les lignes de champ. Si ça sort du nord et ça rentre dans le sud, alors je peux supposer aussi que le solénoïde, c'est comme s'il a deux faces. Une face nord, d'où sortent les lignes de champ, et une face sud, d'où rentrent les lignes de champ. Donc, pour notre figure ici, la face nord, elle va être ici. Donc, c'est comme si ça, c'est la face nord du solénoïde. Et la face sud, elle est là. Donc, c'est comme si ça, c'est la face sud du solénoïde. Bien sûr, le solénoïde, s'il n'est pas parcouru par un courant, il n'y a ni face nord ni face sud. Mais une fois qu'il est parcouru, il agit comme un aimant et ça va avoir deux faces nord et sud. Donc, on peut déduire que si on place deux solénoïdes face à face, telles que les faces nord sont proches l'une de l'autre, et on les fait parcourir par un courant, alors les deux solénoïdes vont se repousser. Et si par contre, on place les deux solénoïdes tels que la face sud et la face nord sont proches l'une de l'autre, alors les deux solénoïdes vont s'attirer. Très bien, maintenant la valeur de B. Donc, la valeur de B dépend ici de 4 facteurs. L'intensité, la longueur du solénoïde maintenant, donc c'est pas le point où il se trouve. Là, nous avons dit que tous les points qui sont là vont être soumis au même champ magnétique. Donc la distance du point où on trouve le champ par rapport au solénoïde n'a pas d'effet. On part à l'intérieur du solénoïde. Bien sûr, la perméabilité du milieu. Et on va ajouter le nombre de spires. Combien de boucles on fait, combien de fois on fait tourner le conducteur. Ça s'appelle le nombre de spires et ça joue un rôle. Dans la vidéo, il y avait 4 spires, si vous avez remarqué. Donc c'était peu. C'est pour cela un champ magnétique était faible, donc a fait tourner faiblement. L'aiguille a tourné, mais faiblement. Mais si c'est plusieurs spires, ça va être plus fort. Et la longueur, elle, comme vous la voyez ici, elle est plus grande que le diamètre. Et par suite, le champ magnétique, c'est toujours proportionnel à I, toujours inversement proportionnel à la distance, mais maintenant, la distance qu'on va prendre, ce n'est pas la distance du point au solénoïde, c'est la longueur. Il y a le mu0 qu'on connaît, mais on va ajouter le n, qui est le nombre de spires. Donc, B égale mu0 ni sur L, les unités sont suivantes. Et maintenant, on va terminer par le cas de la bobine. Une bobine, c'est quoi? Nous avons dit c'est comme un solénoïde, mais elle est plus compacte. C'est-à-dire que le rayon de la bobine, voilà, il est plus grand, ou bien le diamètre de la bobine est plus grand que la longueur de l'enroulement et de tout. Donc ici, on dit que c'est une bobine plate. S'il y a une seule spire, donc un seul enroulement, ça on appelle une boucle, pas la peine de l'appeler une bobine. Mais ça joue le rôle aussi de la bobine. Maintenant, ce qui caractérise la bobine, alors c'est son rayon, donc le diamètre ou bien le rayon, et bien sûr le nombre de spires. La longueur ne joue plus de rôle ici. Et on va voir, si on fait le spectre de la bobine, si on fait passer, on saupoudre de la limaille de fer dans un plan perpendiculaire à la bobine, alors on va voir qu'elles vont prendre les positions suivantes. Dans ce plan, ou bien au centre de la bobine, c'est perpendiculaire. Le champ B, il est perpendiculaire. Ici, vous voyez les cercles, car effectivement, ça, c'est comme aussi un fil de connexion. Donc, à l'endroit où ça coupe le plan, c'est comme il y a un petit fil de connexion. Donc, forcément, ça va créer des cercles autour de lui. Mais ce qui nous intéresse, c'est le centre de la bobine. Donc, au centre de la bobine, on va appliquer la règle de la main droite pour savoir le sens de B. Et même chose pour le solénoïde. Par exemple, ça, c'est la bobine. On l'a placée dans un plan horizontal. Donc, la bobine, elle est placée dans un plan horizontal. Le courant, il rentre de ce côté, il sort de ce côté. Donc, on va mettre notre main comme ça. D'accord? La main, ça va enrouler, la paume de la main va enrouler le courant. Alors, le B sera comment? Vers le haut. Et c'est pour cela, le B va être vers le haut. Alors, on appelait ça la face nord et ça la face sud. Donc, le B, il est vers le haut. Car vous savez que le B, du sud vers le nord, n'est-ce pas? Donc, il est perpendiculaire au plan de la bobine, comme ici. Ça, c'est la bobine. Donc, si on va supposer que ça, c'est le plan de la bobine, et ça, c'est le plan où se trouve
ligne de champ. Donc le B il est perpendiculaire au plan de la bobine. Et si on va dessiner la bobine dans le plan de l'écran, alors si on suppose que ça c'est la bobine, donc on ne va plus avoir la possibilité de dessiner le B en tant que vecteur. Alors on va utiliser la convention qu'on a fait utiliser avant, c'est X ou bien rond. Si le sens du courant I il est dans ce sens, donc c'est comme ça, alors le B va faire quoi? Va percer l'écran et c'est pour cela qu'on le dessine en X. C'est clair? Maintenant, en tant que la valeur de B, donc il y a aussi comme le solénoïde, 4 facteurs, l'intensité du courant, le rayon de la bobine, donc c'est plus la longueur, c'est le rayon de la bobine, la perméabilité magnétique du milieu et le nombre de spires. Si c'est une spire, c'est 1, donc c'est une boucle. Si c'est plusieurs spires, on indique combien de spires il y a. Et vous voyez ici, donc je schématise de nouveau le sens. Donc la main, elle va prendre, la paume de la main va prendre cet enroulement. Le B, il est vers la gauche. Et la valeur de B sera B égale mu0 NI, comme pour le solénoïde, mais à la place de L, on met 2R, qui est le diamètre. Donc comme on a dit, ce qui est plus important dans une bobine, c'est le diamètre et non pas la longueur. Donc à la place, on met 2R. C'est clair? Donc, bien sûr, les unités sont les mêmes. Les formules de B se ressemblent. Toujours mu0 I au numérateur, pour les 3 cas. On ajoute N quand on a un enroulement, donc ce qui n'est applicable que pour le solénoïde et la bobine. Et en bas, nous avons la dimension longueur. Pour le fil de connexion, c'est la distance. Pour le solénoïde, c'est la longueur. Et pour la bobine, c'est le diamètre. Voilà. Ça, ce sont les formules. Voilà que le chapitre est terminé là. Donc, dans ce chapitre, donc, il y a pris même 2 vidéos, où dans la première, on a vu tout le champ magnétique créé par un aimant, les 2 sortes d'éléments en droit et en U. Nous avons vu les lignes de champ et bien sûr, comment on peut dessiner si nous avons plusieurs aimants. Donc, on fait le champ magnétique résultant. Dans celle-ci, nous avons vu le champ, on peut dire électromagnétique, donc le champ magnétique créé par un courant, en voyant celui du conducteur, du fil conducteur, du solénoïde, de la bobine, les valeurs de B, donc les formules, et les lignes de champ aussi et le sens. Et ce qui est très intéressant à nouveau, et vous devez vous habituer à ça, c'est la règle de la main droite. Ce chapitre est important, comme j'ai dit au début, pour l'année prochaine. Et il y a un autre chapitre qu'on verra plus tard, c'est la force électromagnétique, qui va être aussi traité dans une autre vidéo. Et toujours, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie commentaires en bas. N'oubliez pas de faire subscribe, de vous abonner à la chaîne pour savoir ce qui est, qu'est-ce qu'il y a comme vidéo, et aussi de presser le bouton ringtone pour être notifié de toute vidéo qu'on va